Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Je vais commencer par vous demander de m'excuser pour deux raisons. La première, c'est que je souffre aujourd'hui d'un problème de dos et je ne pense pas que je vais pouvoir tenir toute la conférence debout, donc je vais essayer un petit moment, mais je vais devoir m'asseoir par la suite. Je préférais être debout, mais bon. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai dû changer un petit peu à la dernière minute de thématique pour ma conférence d'aujourd'hui. Parce que quand j'avais communiqué le titre aux organisateurs il y a quelques mois, je pensais que le livre sur lequel on était en train de travailler avec mon collègue paraîtrait cet automne et que ce serait justement l'occasion de présenter nos derniers résultats de recherche qu'il contient à cette occasion. Et en fait, pour des raisons de stratégie éditoriale, notre éditeur, il y a quelques jours, m'a annoncé qu'il préférait faire sortir le livre au mois de mars 2016, c'est-à-dire dans 5 mois, et donc il m'a demandé de ne pas communiquer sur le contenu du livre avant cette date. Donc je ne vais pas pouvoir aujourd'hui présenter ces résultats de recherche, mais comme nous sommes dans un congrès de médecine et spiritualité, je me suis rabattue sur une autre partie de nos activités, qui est la partie plus thérapeutique, et je vais vous présenter un petit peu notre façon de travailler, notre approche, et vous en dire donc quelques mots. Alors, je pense que tout le monde ne nous connaît pas, et puis il y a un petit peu un flou par rapport à nous, parce que l'Institut suisse des sciences noétiques est une fondation reconnue d'utilité publique, mais qui existe sous cette appellation depuis à peu près, on va dire, 2012-2014, et qui en fait provient de la fusion de deux organismes beaucoup plus anciens. D'une part, la Fondation Odier de psychophysique, qui a été créée en 1999 à Genève par Marcel et Monique Odier, et dont le but était d'étudier les relations entre l'esprit et la matière. Et l'autre organisme, c'est une association que j'avais créée moi-même en 1999, qui s'appelait Noesis, dans le but, d'une part, d'étudier, on va dire, en particulier les expériences de mort imminente, mais les états modifiés de conscience non ordinaires en général. Donc nos buts, on a collaboré un certain nombre d'années, nos buts étaient très très proches, et en 2012 on a décidé de fusionner, et on a eu un nom un petit peu compliqué pendant 2 ans, et puis finalement l'appellation Institut suisse des sciences noétiques, ou ISNOE, a été définitive depuis 2014. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est un petit peu encore confus. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas seulement celui de l'Institut de ces 2 dernières années, mais c'est finalement tout le travail qui a été fait à Noesis depuis 1999. Parce que la Fondation, elle, poursuivait plutôt des buts justement de recherche, alors que Noesis a toujours eu un aspect à la fois thérapeutique et un aspect plus recherche et expérimental. Alors, finalement, on a gardé, on va dire, la forme de la Fondation, mais le contenu est plus celui de l'association Noesis. Donc, en quelques mots, donc les buts qu'on poursuit, ça a toujours été en priorité de venir en aide à toutes les personnes qui sont confrontées à des vécus hors normes, en lien avec un état modifié de conscience dit non ordinaire, ainsi qu'à leur famille, en leur offrant un accueil, une écoute et, si nécessaire, un soutien psychothérapeutique. Donc je travaille avec un psychothérapeute qui s'appelle Claude-Charles Fournier, qui a rejoint l'Institut en 2004. Et donc depuis qu'il est là, on peut vraiment offrir une permanence d'accueil et de suivi qui se font essentiellement par consultation privée, mais aussi beaucoup par téléphone ou par Skype, puisqu'on est consulté par des personnes depuis toute la francophonie, parfois même du Québec. À côté de ça, on organise aussi, toujours dans la partie aide, des réunions de groupe mensuelles qui réunissent en général entre 40 et 50 personnes, et cela depuis 2007. Là, c'est vraiment des réunions de partage, de vécu. On reste vraiment au niveau des émotions, des ressentis, on évite de partir dans les interprétations ou les théories. Nous, on intervient très peu, c'est juste pour aider les gens à déposer quelque chose qu'ils ne peuvent pas communiquer ailleurs. À côté de ça, donc, on a une partie où on étudie ces phénomènes particuliers. On a recueilli, alors on a arrêté de compter à partir de 2000, donc maintenant on doit être bien au-delà, je pense qu'on est plutôt dans les 2500 témoignages.
dont environ un tiers sont de type NDE. Ces témoignages, ça nous a permis de faire une première partie d'étude qui était une étude, on va dire, phénoménologique comparative entre ces différents phénomènes et qui a donné lieu à un premier livre qui est paru en 2011 aux éditions Favre et qui s'appelle « État modifié de conscience ». Et puis à côté de ça, on mène des projets, donc une recherche plus expérimentale, notamment un projet sur les phénomènes de sortie hors du corps depuis quelques années, et puis plus récemment un phénomène aussi sur la clairvoyance. Et c'est en fait ces projets-là qui vont faire, enfin les résultats de ces projets qui vont être le sujet de notre prochain livre et que j'aurais voulu pouvoir vous présenter aujourd'hui. Et puis on a un dernier pan de nos activités qui concerne l'information, c'est-à-dire qu'on essaie de diffuser une information objective sur ces phénomènes. Alors bien sûr auprès des personnes qui sont concernées au premier chef, ainsi qu'à leur famille, mais aussi pour le grand public en général, et avec un accent particulier pour le corps médical. Donc, depuis des années, on organise des cours, des conférences, des formations continues dans les hôpitaux, auprès des infirmières aussi. Et puis, depuis presque 2 ans maintenant, on propose aussi des réunions de groupe pour les professionnels de la santé. On a essentiellement des psychiatres et des psychologues qui viennent présenter des cas cliniques et rechercher parfois de l'aide par rapport à des cas pour lesquels ils n'ont pas été formés, pour lesquels ils n'ont pas reçu l'information nécessaire et qui ont envie de faire un travail un petit peu d'intervision. Voilà, maintenant en ce qui concerne les phénomènes auxquels nous, on est confrontés dans le cadre de l'Institut, donc ce sont ce qu'on appelle les états modifiés de conscience dits non ordinaires. Donc c'est un terme, on va dire, derrière lequel se cachent des expériences extrêmement variées. Nous, on va dire, la plupart des gens qui s'adressent à nous, ce sont des personnes qui ont vécu des phénomènes, on va dire, spontanés, donc totalement involontaires. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, ces personnes qui n'ont fait aucune technique en particulier, qui n'ont pris aucune substance, vont vivre un événement pour lequel elles ne sont absolument pas préparées. Ce qui fait que ça va, en général, enfin très souvent, créer de très grosses perturbations. Depuis quelques années, on est aussi sollicité par des personnes qui, elles, étaient dans une démarche, recherchaient quelque chose, en particulier avec des substances. Et depuis, par exemple, 2-3 ans, on a de plus en plus de personnes qui s'adressent à nous après avoir pris de l'ayahuasca et en ayant reçu un minimum, voire aucun encadrement, ou en ayant été très mal accompagnés, et qui sont souvent dans des états assez catastrophiques, avec des identités un peu éclatées et de gros problèmes à se retrouver. Alors, bon, je ne vais pas passer en revue, je pense que vous connaissez tous ces phénomènes, donc on a essayé de les classer un petit peu en catégories, même si c'est un côté un petit peu artificiel, j'y reviendrai dans un instant. Donc évidemment, j'ai mis en priorité ceux qu'on connaît le mieux, mais ce n'est pas par ordre d'importance. On a donc les phénomènes, les expériences de mort imminente, tous les phénomènes de type sortie hors du corps, qui sont aussi une catégorie très très polymorphe. Ce qu'on a appelé, donc, ce qui s'appelle, disons en Orient, les réveils de Kundalini et autres manifestations énergétiques. Nous, on préfère parler de manifestations énergétiques, puisqu'on s'est rendu compte que, surtout chez nous, il y avait très souvent ces manifestations qui s'apparentaient à des réveils de Kundalini, mais qui n'en suivaient pas du tout le schéma caractéristique qui a pu être décrit justement dans les traditions orientales. Et qui, parfois, justement, ça suscite un petit peu de confusion, mais c'est des phénomènes de même nature, mais qui n'ont pas forcément ce trajet qu'on connaît avec la remontée de l'énergie dans la colonne. Alors je dirais que ça, c'est la catégorie qui est la plus représentée dans nos témoignages, parce qu'en fait, on se rend compte que ces manifestations énergétiques, elles sont quasiment présentes dans tous les autres phénomènes. Elles peuvent se produire avant, pendant ou après l'expérience, mais à un moment donné, très souvent, il y a ce genre de manifestations énergétiques qui débouchent aussi sur certains états modifiés de conscience. Ensuite, par ordre d'importance, ce sont les OBE qui viennent, on a là énormément de témoignages. Et puis en troisième position, les expériences de mort imminente. Ensuite, on a donc tous les phénomènes de clairaudience, donc les entendeurs de voix,
comme on l'a entendu ce matin, ce sont des gens, ça n'a rien à voir avec des cas de schizophrénie, donc ce sont des personnes qui, mis à part ça, ont une vie tout à fait normale, mais qui, à un moment donné, des fois ça peut être ponctuel, des fois ça peut être toute leur vie, vont entendre une ou plusieurs voix, des voix en général plutôt agréables, plutôt qui sont là un petit peu pour les guider, pour les aider dans des moments difficiles, donc pas du tout des voix agressives ou qui les dénigrent, comme ça peut être dans les cas de schizophrénie. Ensuite, il y a la catégorie des expériences à caractère chamanique, donc là encore des personnes qui, d'un moment à l'autre, vont vivre une expérience de type chamanique alors qu'elles n'ont jamais approché un chaman de près, alors qu'elles n'ont fait aucune technique qui puisse s'apparenter au chamanisme, et qui vont vivre une expérience assez typique de ce qui peut être décrit dans le chamanisme, comme par exemple la fusion avec l'esprit d'un animal. Ensuite, toute la catégorie des phénomènes dits d'apparition ou de vision, qui peuvent être ou non avec connotation religieuse. Parfois, c'est des choses très abstraites aussi, des formes géométriques. Les expériences de relativité temporelle, comme les revécus de ce qu'on peut appeler les vies antérieures. Et puis finalement, les expériences qu'on a appelées inclassables ou hybrides, parce qu'elles ne rentrent dans aucune catégorie, parce qu'elles présentent finalement des caractéristiques de plusieurs catégories et on ne sait pas très bien où les ranger. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que c'est un petit peu arbitraire finalement ces catégories. Et de nouveau on a l'impression qu'on a finalement affaire à un continuum entre tous ces états et que pour travailler il est important de souvent pouvoir mettre des mots, surtout pour les gens qui viennent nous voir, de leur mettre un nom, ça permet de poser les choses, mais que dans la réalité c'est pas toujours aussi clair. Alors, donc en 16 ans de travail avec toutes ces personnes, on a pu faire un certain nombre d'observations, de constatations, que je vais un petit peu vous résumer maintenant. Alors la première, c'est bien sûr que toutes ces personnes, on va dire que la très grande majorité des personnes qui s'adressent à nous ne souffrent d'aucune pathologie mentale et ne sont pas non plus des affabulatrices. Ce qui n'était pas forcément évident. Quand j'ai commencé, c'est vrai que faire la part des choses n'a pas toujours été facile. Ce qui me permet maintenant de le dire, c'est que c'est des gens qu'on suit dans la durée, souvent sur plusieurs mois, parfois plusieurs années, même s'ils reviennent peut-être de façon ponctuelle, une fois par année, pour nous tenir au courant un petit peu de ce qu'ils vivent. Mais cela nous permet en fait de voir qu'ils remplissent un certain nombre de critères dont on a aussi entendu parler ce matin, comme par exemple le fait que leur discours va être cohérent dans le temps, qu'il y a une certaine cohérence dans leurs propos, le fait qu'ils se rendent compte que ce qu'ils racontent ne cadre pas avec ce que la société considère comme normal, le fait qu'ils soient capables de faire la distinction entre une expérience intérieure que eux seuls vivent ou une expérience extérieure que tout le monde vit, le fait aussi qu'ils soient capables de continuer à fonctionner dans notre société, c'est-à-dire qu'ils continuent à travailler, ils continuent à avoir des relations normales avec leur famille, avec leurs amis, avoir des hobbies. Donc ils peuvent, malgré des fois les grandes perturbations qu'ils vivent, continuer à, on va dire, donner le change et fonctionner dans notre société. Et quand tous ces critères, et encore d'autres, sont remplis, eh bien, même si les témoignages sont vraiment extrêmement étonnants et des fois, voire hallucinants, on ne peut pas considérer que ces personnes sont des psychotiques. Par contre, c'est vrai que ça nous est arrivé quand même quelques fois, on a quelques personnes qui sont venues nous voir qui avaient clairement un profil de schizophrène ou de psychotique. Alors là, en général, c'est vrai que c'est un profil qui est très différent, donc assez vite, on peut faire la différence. Des fois, ce sont des personnes qui sont quand même très intelligentes, donc qui arrivent à quand même donner le change pendant plusieurs heures, mais disons qu'assez vite, on peut faire la part des choses. Par contre, ce qui est plus difficile à faire, c'est d'arriver à identifier si, à l'origine de ce dérèglement mental, il n'y a pas à la base un état modifié de conscience non ordinaire. Par exemple, des cas où on a eu plusieurs comme ça, ce sont des personnes qui, assez jeunes, dans la vingtaine, un jour ont fumé un joint ou ont pris de l'ecstasy. Et les drogues sont assez connues pour provoquer justement des phénomènes de dissociation de type OBA, vraiment des véritables OBA.
Et à ce moment-là, leur mental étant déjà bien, on va dire, perturbé par la drogue, ils ont très très mal vécu cette expérience. Ça a pris des conséquences, ça a pris une tournure assez négative. Et ils sont revenus avec un sentiment de parano, avec des peurs exacerbées. Et petit à petit, s'ils ne sont pas bien accompagnés, c'est des personnes qui vont glisser dans une période de dérèglement psychique. Et à ce moment-là, s'ils sont justement, selon voilà, à qui ils vont s'adresser, eh bien, ils peuvent s'installer dans une pathologie mentale. Alors si on arrive à remonter à la source et à se rendre compte qu'à l'origine, il y a eu quand même un phénomène un petit peu hors norme, et qu'on prend le problème assez tôt, c'est des gens qu'on peut arriver à sortir de là. C'est-à-dire que petit à petit, avec un dialogue, on peut arriver à leur remettre les pieds un peu sur terre, à leur faire retrouver un petit peu le sens de la raison, avec des exercices appropriés. Ensuite, on peut arriver à les faire revenir à une forme de normalité. Par contre, si la pathologie est déjà installée depuis un certain nombre d'années, si les personnes sont aussi sous médicaments, sous neuroleptiques, là ça devient vraiment extrêmement difficile. Mais disons que c'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être investigué. Et puis je dirais que finalement, ce qui nous permet souvent de faire la part des choses par rapport à des personnes qui seraient peut-être affabulatrices ou qui voudraient simplement faire une sorte de canular, c'est l'état dans lequel elles sont, qui est souvent un état de mal-être assez profond et qui nous renseigne déjà sur la réalité de ce qu'elles nous racontent. Ensuite, voilà, après savoir qu'est-ce qu'elles ont vécu, est-ce que c'est un problème plutôt qui relève de leur mental ou une réelle expérience, c'est presque secondaire. On cherche d'abord à les aider. Alors, justement par rapport à ce mal-être que je viens d'évoquer, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 causes principales. Le premier, c'est tout le questionnement qui va être suscité par ces expériences. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Est-ce que ça va se reproduire? Et en fin de compte, est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou? Et c'est cette dernière question qui est vraiment la plus cruciale et celle qui cause le plus de perturbations. Et là, on voit justement toute l'importance du premier interlocuteur à qui ils vont en parler. Ça peut être leurs proches, hein, c'est pas forcément justement un médecin, des fois c'est simplement les proches, mais qui peuvent à ce moment-là poser des interprétations et des mots qui vont être très durs à entendre et qui vont déjà les conditionner dans une forme plutôt négative ou un regard très négatif sur ce qu'ils vivent. Et puis il y a le poids de leur propre conditionnement, c'est-à-dire justement l'éducation. Hein, si on a reçu une éducation, par exemple dans les milieux, en tout cas ce qu'on a pu voir en Suisse ou en France, très catholique, il y a certaines expériences qui sont assez connotées négativement. Donc les gens, des fois, d'eux-mêmes vont mettre tout de suite une étiquette très péjorative sur leur vécu. Le deuxième point important, c'est le décalage qu'ils vont ressentir à partir du moment où ces expériences commencent à se produire, hein, qu'elles soient uniques comme une expérience de mort imminente ou récurrente. À partir de là, ils entrent dans une espèce de décalage par rapport à la société qui va pas cesser de s'agrandir en fait, de s'accentuer. Et ce décalage, il vient du fait que ces expériences vont remettre en question totalement leur vision du monde, de la réalité, tout leur cadre de référence. Et petit à petit, ils se rendent compte qu'ils ne se sentent plus du tout en adéquation avec notre société, avec notre façon de vivre, avec les préoccupations des gens, avec les intérêts. Ils vont s'éloigner de plus en plus et ressentir un sentiment d'isolement qui peut être vraiment très problématique et qui va aller justement plutôt en s'accentuant s'ils n'arrivent pas à trouver les bons interlocuteurs. À cela s'ajoute le fait que souvent ils ont vécu une expérience qui était en soi très belle, c'est pas toujours le cas, mais je pense justement aux expériences de MDE. L'expérience était magnifique et puis ils retrouvent un quotidien qui l'est beaucoup moins, souvent avec des problèmes comme tout le monde, et tout va leur paraître fade, voire très gris. Les sentiments, la façon d'interagir des gens aussi leur paraît souvent assez mesquine. Enfin, ils deviennent un peu hypersensibles en fait à plein de choses auxquelles on est confronté tous les jours. Et puis voilà, la nature humaine n'étant pas parfaite, on s'en accommode, mais eux n'arrivent plus à s'en accommoder. Alors ça, c'est les 2 premiers points, c'est des problématiques, je dirais, assez
générale qui concerne un petit peu tous les expérienceurs. Par contre, à cette problématique générale viennent parfois se greffer des problématiques personnelles, c'est-à-dire que dans certains cas, selon le profil psychologique de la personne, eh bien, l'expérience va comme réveiller des traumatismes anciens ou des choses qui n'ont pas été réglées. Ça va faire un peu caisse de résonance et ça va faire ressurgir des choses qui ne sont pas réglées. Ça peut faire aussi éclater au grand jour une fragilité psychique qui était jusque-là latente. Donc la personne gérait assez bien sa vie. Elle aurait pu être confrontée à un autre événement, hein, par exemple un deuil ou je sais pas, une séparation. Ça a été une expérience d'état modifié de conscience et ça va faire complètement basculer sa vie. Donc ces trois facteurs combinés, dans certains cas, peuvent vraiment plonger les gens, ou faire plonger les gens plutôt dans des formes de dépression qui peuvent être parfois très graves, allant jusqu'à des tentatives de suicide. Une autre chose qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau du contenu, cette fois, des expériences, bien que pour nous, il ne s'agisse pas du tout, enfin qu'on ne puisse pas réduire ces phénomènes à un phénomène d'ordre psychologique, ça c'est certain, mais malgré tout, la composante psychologique et symbolique de ces phénomènes est très importante. Alors ça apparaît plus ou moins fortement selon les témoignages, mais souvent on retrouve dans le contenu certains éléments qui vont donner des clés de compréhension, qui vont permettre des prises de conscience par rapport justement à des problématiques personnelles qui étaient un petit peu occultées, ou par rapport justement à des conditionnements dans lesquels la personne est emprisonnée. Donc c'est vraiment un matériel thérapeutique de grande qualité et de grande importance, dont les gens ne sont pas forcément conscients sans un regard extérieur, et c'est là-dessus que nous, on va travailler. On s'est rendu compte aussi que l'émotionnel, justement, jouait un rôle énorme dans ces phénomènes, puisqu'il pouvait avoir jouer un rôle avant, pendant ou après un phénomène. En fait, on s'est aperçu que dans vraiment beaucoup de cas, les expérienceurs avaient vécu par le passé des situations, des événements qui avaient généré des charges émotionnelles très fortes, qui n'avaient pas toujours été exprimées, qui n'avaient pas toujours été conscientisées. Dans certains cas, c'était totalement inconscient. Et que c'est ces décharges émotionnelles qui avaient conditionné l'apparition d'un état modifié de conscience et qui en avaient conditionné aussi la forme et le contenu. Alors l'exemple le plus classique, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas toujours aussi dramatiques, mais c'est justement les cas dans l'enfance d'abus sexuels ou de maltraitance qui vont souvent déboucher sur des phénomènes de type sortie hors du corps qui permet à la personne de gérer cette situation complètement intolérable, de gérer aussi la douleur physique, mais la douleur psychique en prenant une certaine distance. Et c'est vrai qu'à l'état adulte, eh bien, la personne continue en fait à la moindre perturbation émotionnelle, au moindre stress ou la moindre chose qui va les déranger. Ils ont cette espèce de réflexe, de mécanisme de défense qui leur permet de se remettre dans cet état modifié de conscience pour on va dire, s'accommoder d'une réalité qui ne leur convient pas. Alors, mais il y a des cas où c'est moins dramatique, mais l'émotionnel est toujours très très présent. Et puis derrière l'émotionnel, eh bien sûr, il y a le rôle très important du mental qui lui aussi va jouer en amont, pendant ou après un EMC, et qui est justement à l'origine de l'émotionnel, à l'origine des conditionnements, à l'origine des interprétations. Donc on travaille beaucoup là-dessus pour essayer de faire prendre conscience aux expérienceurs de ces deux points importants. Donc finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que contrairement à ce que pensent souvent les expérienceurs, l'expérience en soi n'est pas une fin, mais que bien accompagnée, bien comprise, eh bien ces phénomènes peuvent être une source justement de connaissance de soi, d'épanouissement et d'évolution. Donc il y a tout un travail qui peut être fait à partir de ça, et c'est ce qu'on essaye de leur faire comprendre. Et qu'en tout cas, c'est bien loin d'être uniquement des phénomènes perturbants. Alors, pour résumer, notre travail avec les expérienceurs, on pourrait dire que c'est, en quelques mots, c'est d'essayer
d'aider les expérienceurs à donner un sens à leur expérience. Alors lui donner un sens, c'est justement pas essayer de lui trouver une explication ou une interprétation, c'est ne pas adhérer à la première théorie qui passe pour essayer de la faire rentrer dans une petite case, mais c'est vraiment trouver un sens qui leur corresponde, un sens par rapport à leur vie. Alors pour cela, on les pousse à se poser un certain nombre de questions, hein, ça c'est des questions très générales, mais qu'est-ce que cette expérience justement, elle leur apprend sur eux-mêmes? Qu'est-ce qu'elle leur a apporté dans leur relation aux autres, dans leur relation au monde et dans leur relation avec eux-mêmes? Et en fait, on les amène à se rendre compte qu'ils ont une responsabilité à ce moment-là face à cette question du sens. C'est vraiment quelque chose qui leur appartient, c'est pas nous qui allons le trouver pour eux. Et cette question cette responsabilité, en fait, elle est très importante. On s'est rendu compte à quel point c'était important, parce que souvent les gens qui viennent nous voir arrivent un peu en tant que victimes, c'est-à-dire qu'ils ont la sensation de subir ces phénomènes, d'être complètement passifs. Et en fait, en les responsabilisant par rapport à cette question du sens, ils retrouvent un rôle actif dans leur vie, ils retrouvent une position d'acteur par rapport à ces phénomènes, et donc ils retrouvent une certaine forme de liberté, et à partir de là, déjà, tout change, et ça va assez vite. Je dirais que le travail pour aller mieux va assez vite. Ensuite, chacun ira plus ou moins loin, nous on est là pour les accompagner. C'est net que tout le monde n'ira pas aussi loin dans ce chemin. Alors, à partir de là, en fait, donc ça c'était vraiment les grandes lignes de notre travail. J'avais pensé que pour que vous compreniez un peu mieux ce que l'on fait et comment on le fait, je voulais illustrer ça par 2 cas cliniques. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais moins de temps que prévu et que ces cas étaient quand même longs à expliquer. Donc depuis hier, j'ai un grand dilemme pour me dire qu'est-ce que je vais faire. J'avais 2 cas. Le premier, c'était pour illustrer un petit peu justement tous les problèmes liés à l'émotionnel et l'impact énorme que ça peut avoir sur les états modifiés de conscience. Et le deuxième, c'était pour illustrer tous les problèmes d'interprétation et à quel point ça peut mettre les gens dans des situations incroyables. Alors j'ai pesé le pour et le contre et finalement j'ai décidé de vous présenter le deuxième cas. Parce que je pense que vraiment les deux, ça va être un peu beaucoup. Alors, ce cas, c'est un homme qui est venu nous voir, je vais peut-être m'asseoir, un homme qui est venu nous voir, maintenant ça doit faire à peu près 3 ans. À l'époque, il avait 46 ans, il était divorcé, papa d'un adolescent de 16 ans. Il était commercial de formation. Et lors de ce premier téléphone, donc c'est quelqu'un qui n'habite pas à Genève, donc on a fait tout un suivi par téléphone. Lors de ce premier téléphone, il nous a simplement dit, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc on l'a pris, il a appelé un peu à l'improviste, donc on a fixé par la suite un autre rendez-vous, mais la première chose qu'il nous a dit, c'est que voilà, en gros, 10 ans auparavant, lors d'un accident de voiture, il avait fait une expérience de mort imminente, tout à fait classique, positive, qui s'était finalement assez bien passée, mais à la suite de laquelle il avait été vraiment très très mal, il avait eu plusieurs années très difficiles, avec ponctué d'autres phénomènes. Et en fait, depuis 2 ans, il vivait une situation assez cauchemardesque. Et en fait, il nous contactait parce qu'il nous avait vus dans un documentaire à la télé. Et voilà, il y avait vu un dernier espoir. En fait, il avait vu un certain nombre de thérapeutes, il avait même vu un exorciste, personne n'avait pu l'aider. Et donc, on était pour lui un petit peu son dernier espoir. Et en fait, cet homme se croyait possédé. Parce qu'il avait un certain nombre de phénomènes, notamment il entendait une voix qui était très désagréable, qui lui donnait des ordres. Il était animé de mouvements qu'il ne pouvait pas contrôler, il faisait des actes qu'il n'avait pas choisis, il avait des visions horribles continuellement, il était extrêmement angoissé. Et voilà, il nous demandait si on pouvait en gros procéder à un exorcisme. Alors on lui a dit que là, dans l'immédiat, c'était pas possible, qu'il fallait reprendre un rendez-vous qu'on a fixé. Et lors du deuxième téléphone, on lui a demandé, comme on fait toujours, de revenir un petit peu sur la genèse de ces événements, de faire un petit peu chronologiquement nous expliquer quelle était sa vie. Donc on remonte toujours même à l'enfance pour avoir certains détails. Donc en l'occurrence, lui, il n'avait pas eu une enfance
dramatique, mais il avait eu des parents relativement indifférents, peu de chaleur humaine, qui ne s'occupaient pas beaucoup de lui, il était souvent avec une nounou, donc il avait quand même souffert d'un sentiment de, on va dire, d'abandon psychologique. Mais c'était à peu près la seule chose qu'il nous a rapporté, qu'on avait retenu. Ensuite, il en était arrivé au moment de son accident de voiture et de sa NDE. Et en fait, à l'époque, il était en plein divorce. C'était un divorce qui se passait très mal, puisque avec sa femme, il se déchirait pour la garde de leur petit garçon, qui à l'époque avait 6 ans. Et lui vivait très très mal cette situation, il était très fatigué. C'était une fatigue qui était probablement plus psychique que physique. Voilà, c'est une situation qu'il vivait extrêmement mal. Et puis à cette époque, il nous raconte qu'il a commencé à avoir des sensations assez bizarres dans son corps, qu'il avait beaucoup de peine à décrire, donc on a dû le pousser parce qu'au début il disait qu'il ne pouvait pas l'expliquer, mais finalement il l'avait expliqué assez bien. C'était des sensations comme des décharges électriques, des sensations de picotement, des sensations de zones du corps qui étaient très chaudes et puis après très froides, des vibrations, le sentiment que quelque chose se soulevait à l'intérieur de lui et puis retombait. Donc lui n'arrivait pas à l'époque du tout à comprendre ce qui lui arrivait, ce qui rajoutait encore à son trouble. Pour nous, ces phénomènes étaient clairement déjà des phénomènes de type énergétique, justement, qu'on peut rapporter à la Kundalini, mais qui ne sont pas très caractéristiques, mais qui sont en lien. Donc il avait ces phénomènes, ça a duré quand même quelques semaines, et puis un soir, il doit aller chercher son petit garçon, qui était alors chez la grand-mère, et en revenant en voiture, tout d'un coup, ces phénomènes recommencent à se produire. Et puis là, tout d'un coup, au bout de quelques secondes, peut-être quelques minutes, il se retrouve à l'extérieur de son corps, en train de voir la voiture, enfin en dessous de lui, la voiture rouler. Puis en même temps, il était dans la voiture. Il avait cette sensation d'être à 2 endroits différents, à l'intérieur et à l'extérieur de son corps, comprenant absolument pas ce qui se passait, un petit peu inquiet, mais pas trop en même temps, finalement. Et ça a duré pas très longtemps, et tout d'un coup, la route a fait un virage un petit peu à angle assez prononcé. Il a voulu tourner le volant, et à ce moment, il n'a pas pu. C'est-à-dire qu'il était effectivement quand même trop déconnecté de son corps. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que nous, on a eu souvent des cas de personnes qui vivaient des sorties de corps, mais qui pouvaient continuer à fonctionner dans leur corps physique. Lui, à ce moment-là, il ne s'est rien passé, il n'a pas pu tourner son volant. La voiture est sortie de la route, il a fait plusieurs tonneaux, vraiment un accident assez impressionnant. Et quand la voiture s'est immobilisée, donc lui n'a pas perdu conscience, il était toujours à l'extérieur et il a vu l'accident se passer. Et à ce moment-là, de nouveau, il n'avait pas compris ce qui se passait, donc il a essayé de bouger son corps physique, son corps ne réagissait pas, et c'est là qu'il a compris qu'il n'avait plus aucun contact et qu'il était à l'extérieur de son corps. À ce moment-là, il s'est inquiété pour son petit garçon, il ne savait pas trop dans quel état il était. Heureusement, par la suite, il s'est avéré que l'enfant n'avait rien eu, juste quelques contusions. Mais bon, sur l'instant, il ne savait pas ce qui se passait, donc il était inquiet. Et l'instant d'après, il a basculé dans un état de bien-être extrême. Et son expérience de NDE a débuté. C'est-à-dire que ça a commencé par un bien-être, la peur a complètement disparu. Et puis petit à petit, il s'est senti aspiré dans une sorte de tourbillon qui peu à peu s'est transformé en tunnel, dans lequel il y avait vraiment un tunnel qui avait comme des parois, et il avait l'impression qu'il aurait pu les toucher, avec teinté d'une lumière plutôt bleutée, avec des petits filaments. Et il a avancé en direction de cette lumière, qui est comme toujours, enfin, comme on le décrivent tous les expérienceurs, donc très brillante, très puissante, mais en même temps qui ne blesse pas. Il s'est avancé vers cette lumière dans un bien-être extrême, donc quelque chose de très classique. À ce moment-là, il ressentait voilà, de la joie, quelque chose de très voluptueux, il n'y a plus de notion de temps, plus d'espace, etc. Et il ne pensait plus du tout à son fils, ce qui par la suite l'a beaucoup perturbé, c'est qu'à ce moment-là, malgré les circonstances, il ne pensait plus à son enfant. Ensuite, je vais vous lire juste un extrait de son témoignage, parce que là, il y a des éléments qui sont importants pour la suite. À un moment, j'ai vu s'avancer des êtres. Cela paraît étrange à dire, mais ils étaient lumineux aussi, comme irradiant cette même lumière qui baignait toute chose autour de moi. Il y en a 2 qui se sont approchés de moi, une présence plutôt féminine, et l'autre que je percevais comme masculine.
et bizarrement que je ressentais aussi comme très âgée. Et avec eux un sentiment d'amour total, d'amour inconditionnel, tellement fort, comme une explosion à l'intérieur de moi. Tout mon être en a été imprégné. Ils me dirent avec beaucoup de douceur, mais aussi très fermement, que je ne devais pas être là, que je n'avais pas terminé ma vie. Ils me parlaient, mais sans parole. C'était très étrange. Ils m'ont aussi fait voir des moments de ma vie future. C'est difficile à décrire, car par la suite, j'avais pratiquement tout oublié de ces visions. Je savais juste que j'avais su beaucoup de choses. Il m'en restait cependant quelques-unes. Par exemple, je savais que j'allais rencontrer une femme avec qui je ferais un bout de chemin, mais qui décéderait assez vite. Ils me dirent aussi qu'ils m'accompagneraient et que je pourrais les entendre dans les moments difficiles de ma vie. Mais ça aussi, je l'avais oublié à mon réveil. Ensuite, j'ai à nouveau ressenti la sensation de tourbillon et je me suis sentie comme aspirée en arrière. J'ai entendu les battements de mon cœur et j'étais à nouveau dans mon corps que j'ai ressenti comme quelque chose de collant, gluant, une sorte de matière visqueuse extrêmement désagréable, et puis plus rien. 3 jours de coma. Et donc effectivement, au bout de 3 jours, il sort du coma. Il est quand même dans un sale état, il a un traumatisme crânien, il a des fractures partout, et il va entamer une convalescence qui va durer quand même 5 mois avec de la rééducation. Mais au bout de ces 5 mois, il n'a plus de séquelles, et il reprend une vie en apparence normale. Je dis en apparence parce que lui, au fond de lui-même, eh bien, il n'est plus le même, il ne se sent plus du tout le même. Donc là, ce qu'il décrit, c'est justement ce que j'ai décrit avant, toute cette difficulté à reprendre une vie quotidienne. Je vais peut-être juste vous lire aussi ce passage-là. Moi qui avais toujours eu peur de la mort, elle ne me faisait plus du tout peur. Elle m'apparaissait comme un état de bien-être total. Mais surtout, j'avais le souvenir de cette sensation d'amour inconditionnel, de plénitude totale. Tout cela me rendait la vie quotidienne difficile à supporter. Je la trouvais bien pâle, sans consistance. Et les sentiments humains m'apparaissaient tout ce qu'il y a de plus médiocre en comparaison. Je trouvais les gens mesquins et leurs préoccupations dérisoires. J'avais de la peine à en parler, et quand je me risquais à le faire, ce n'était pas bien reçu. Ma sensibilité s'est aussi extrêmement développée. Je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, mais pour des choses pas très gaies. Je me sentais terriblement seule, comme jamais je n'avais été. J'étais dépressif. Ça a duré près de 5 ans. 5 ans durant lesquels j'ai vécu dans une espèce de no man's land. Donc effectivement, toute cette espèce de décalage qui crée un fort sentiment d'isolement. Et puis donc effectivement, au bout de 5 ans, comme ça lui a été annoncé dans son expérience, il va rencontrer une femme avec qui il va vivre un amour extraordinaire, une femme avec qui c'est tout de suite l'entente parfaite. Elle s'intéresse beaucoup à ce qu'il a vécu, il peut lui parler des heures et des heures de son expérience de NDE, elle le comprend, ils échangent beaucoup, enfin vraiment c'est une entente merveilleuse. 3 ans de bonheur. Là, il se rappelle qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on lui avait annoncé dans sa NDE. Et puis surtout, ce qu'il trouve, c'est qu'il revit des scènes qui, effectivement, il a vues dans sa NDE. Des choses qu'il partage avec elle, qu'il a vues dans sa NDE. Et ça l'inquiète, parce qu'il se rappelle aussi qu'on lui a dit que cette femme allait décéder assez rapidement. Et il espère qu'en fait, il se soit trompé ou qu'il ait mal compris. Mais c'est bien le cas. Au bout de 3 ans, cette femme tombe gravement malade. Les médecins n'arrivent pas à la sauver, et donc lui va l'accompagner jusqu'au bout. Et elle décède. Et à partir de là, c'est vraiment le trou noir. Lui, là, c'est plus un état dépressif, il tombe vraiment dans une profonde et grave dépression, mais il s'en renferme complètement sur lui-même, il ne voit personne, il ne veut pas voir de médecin, donc il ne prend pas de médicaments. Et son état va de mal en pis, et puis tout d'un coup, il commence à entendre une première voix. Une voix qui vient le réconforter, et qui l'aide à traverser cette période difficile. Et là aussi, il se rend compte que c'est quelque chose qu'on lui avait dit dans sa NDE, on sera toujours près de toi et tu nous entendras. Et cette voix, elle a une consonance féminine. Alors lui, il préfère penser qu'en fait, c'est peut-être son ami décédé qui est auprès de lui, alors qu'il n'y a aucun autre signe qui lui indique ça, mais disons que ça l'aide de penser que c'est son ami décédé qui l'accompagne. Donc c'est une voix qui n'est absolument pas intrusive, elle se manifeste rarement, toujours dans des moments très particuliers. Il n'a pas besoin de la solliciter, c'est vraiment quand il est très très mal et qu'il y a vraiment besoin d'une aide extérieure. Il entend cette voix qui a toujours les bons mots, qui sait toujours quoi lui dire pour qu'il retrouve un petit peu de force. Et puis ça continue comme ça, et puis tout d'un coup, la situation évolue encore. Et donc là, je vais vous lire la fin de son témoignage.
Puis petit à petit, les sensations étranges que je ressentais déjà avant l'accident sont revenues, mais comme amplifiées cette fois-ci. Et puis cela s'est précisé, c'est devenu plus que des sensations. Mon corps s'est mis à faire des gestes que je ne maîtrisais pas. C'est devenu de pire en pire. Aujourd'hui, je suis par moments en proie à des mouvements désordonnés que je n'arrive pas à contrôler par la volonté. Pire encore, je me vois agir, faire certains actes sans l'avoir décidé. J'ai très nettement la sensation qu'il y a quelque chose en moi, une entité qui me manipule, qui essaie de prendre le contrôle de ma personne. D'ailleurs, elle me parle aussi. Cette fois, c'est une voix masculine. J'ai toujours l'autre, la féminine, qui me parle dans les moments difficiles et qui m'aide à surmonter ce qui se passe. Mais l'autre, la masculine, est de plus en plus présente. Elle me parle à tout bout de champ, pour un oui, pour un non. Elle me raconte des horreurs, elle me fait avoir des visions horribles. Elle me choisit justement des choses qui me font très peur. Elle me donne des ordres, elle me dénigre. Cela fait 2 ans que ça dure, je n'en peux plus. J'ai consulté différents thérapeutes, des magnétiseurs et même un exorciste. Rien n'y fait. Cette entité est toujours là et continue à se manifester et à me pourrir la vie. Je vous en prie, aidez-moi. Alors à ce moment-là, donc quand on entend tout ça, eh bien, on commence à lui poser, comme on fait, beaucoup de questions pour essayer de mieux cerner qu'est-ce qu'il ressent exactement. Quelles sont les sensations, comment elles ont débité, comment elles ont évolué. Et on lui pose, et on lui pose, et on lui pose plein de questions. Et puis, on a le même sentiment, sans se parler, mon collègue et moi, puisqu'on fait un téléphone à 3, on a le même sentiment, mais on ne s'en parle pas tout de suite. Il y a quelque chose d'ambigu dans son témoignage. Et on raccroche, on lui dit qu'on va réfléchir à tout ça, et on refixe un prochain rendez-vous. Et quand on discute avec mon collègue, on se rend compte que ce sentiment qu'on a tous les deux, c'est qu'il y a une forme de complaisance en lui par rapport à cette voix, comme une sorte de complicité passive. Il dit qu'il donnerait tout pour que cette voix disparaisse, mais en même temps, on n'est pas sûr qu'il a vraiment envie qu'elle s'en aille. Et petit à petit, il y a une hypothèse qui germe en nous, on se demande si finalement, si cet homme est victime de quelque chose, est-ce que ce n'est pas de lui-même? En d'autres termes, est-ce qu'il n'est pas en train de créer de toutes pièces un phénomène? Alors ce qui nous fait penser ça, c'est qu'en fait, déjà auparavant, on s'est rendu compte que des gros chocs émotionnels sont souvent à l'origine de manifestations énergétiques qui peuvent être parfois très violentes. Or cet homme, il a vécu 3 chocs émotionnels forts. Tout d'abord, son divorce. Ensuite, la phase post-NDE, où il s'est senti très seul. Et puis ensuite, le deuil de son ami. Et donc, toutes ces manifestations énergétiques qu'il décrit, d'ailleurs il les décrivait déjà au moment de son divorce, celles qu'il décrit à ce moment-là, elles peuvent être expliquées par un phénomène de type, justement, Kundalini. Les mouvements désordonnés, les visions cauchemardesques, l'audition de voix, le sentiment d'angoisse. Tout ça, ce sont des choses qui sont décrites dans le processus classique de la Kundalini. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce processus, je vais peut-être juste en dire 2 mots. La Kundalini, donc ce serait, selon les théories orientales, l'énergie vitale qui serait enfermée au niveau du sacrum et qui, dans certaines conditions, s'activerait. C'est-à-dire qu'en temps normal, on aurait une petite quantité de cette énergie qui circulerait dans le corps, qui nous permettrait de vivre. Et puis, dans certaines conditions, en Orient, c'est recherché, donc il y a des techniques pour ça, on pourrait l'activer. Mais chez nous, c'est plutôt des gens chez qui elle s'active voilà, suite à des chocs émotionnels ou à des techniques, mais chez qui c'est pas recherché. Et quand elle s'active, en Orient, c'est justement décrit comme un processus de purification intérieure. C'est-à-dire que l'énergie va passer dans le corps et va débloquer en fait tous les blocages, tous les nœuds dans le corps. Ce qui est ressenti avec beaucoup de douleur, ce qui peut donner lieu à ces mouvements qui n'ont pas été choisis. Et donc petit à petit, elle va débloquer tous les blocages du corps. Et sur le plan psychique, elle réactive aussi tous les problèmes qui n'ont pas été résolus, les traumatismes anciens, les peurs, différentes choses, qui vont remonter à la surface avant de pouvoir être évacuées. Donc c'est vécu comme quelque chose de positif, mais ça peut être extrêmement perturbant à vivre. Et donc, d'ailleurs, nous on s'est rendu compte qu'on a suivi beaucoup de gens qui vivent ces phénomènes de Kundalini, et très souvent c'est ressenti comme un phénomène qui a une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette énergie, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Ils n'ont aucune emprise sur elle,
Et très souvent, il commence par dire « j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en moi qui agit à mon insu ». Donc très souvent, c'est ressenti comme quelque chose de l'ordre de la possession. Donc on pense que chez cet homme, eh bien, finalement, voilà, ces différents chocs émotionnels ont activé de plus en plus son énergie et que finalement, étant dans une phase de dépression profonde, il est parti dans une interprétation complètement erronée. Et dès qu'on part dans une interprétation erronée, le mental va se charger de donner des preuves, c'est-à-dire que les choses empirent et on finit par créer réellement quelque chose d'extrêmement négatif. Donc au téléphone suivant, on prend beaucoup de précautions, on amène gentiment cette hypothèse, enfin on l'amène déjà même lui-même à formuler cette hypothèse. Et en fait, il le prend très mal, il refuse catégoriquement cette explication. Il s'en défend, il dit que c'est pas possible, que c'est pas du tout ça, qu'on n'a rien compris. Et en fait, son attitude finit de nous convaincre qu'en fait c'est la bonne hypothèse, parce que effectivement, il voulait vraiment se débarrasser de cette voie et de ce phénomène, il serait certainement très heureux qu'on lui propose en tout cas une autre hypothèse et qu'on lui montre que peut-être qu'il y a une chance par laquelle en fait le phénomène est produit par lui-même et qu'il pourrait s'en débarrasser avec des exercices appropriés. Mais lui ne veut pas en entendre parler. Et donc on continue à travailler là-dessus. Et malgré tout, ça fait quand même sens parce qu'on a des arguments. Et on se rend compte que finalement, lui, son problème principal, c'est le problème de séparation et d'isolement, sur lequel son premier divorce, puis la NDE, puis le deuil, en fait, ont réactivé ces problèmes justement qu'il avait dans l'enfance, ce problème d'abandon psychologique qu'il a eu par ses parents. Donc il y a tout un processus sur lequel on travaille avec lui, tout un tas de données. Et puis, finalement, il commence à un peu envisager cette hypothèse, mais il n'est pas encore convaincu. Donc pour mettre un dernier, comment dire, pas coup de grâce, je ne veux pas dire ça, mais pour vraiment amener encore de l'eau à nos moulins, il est dans le sud de la France, on connaît là-bas 2 personnes qu'on lui conseille d'aller voir. L'une, c'est un thérapeute énergéticien, et puis l'autre, c'est un médium, une médium. Et à ces 2 personnes, on ne leur fait pas du tout part de notre diagnostic, puisqu'on a envie d'avoir aussi un regard extérieur. On l'envoie voir ces 2 personnes. Et il va voir le thérapeute énergéticien qui lui confirme effectivement qu'il sent on va dire, des manifestations énergétiques très anarchiques dans son corps, et que tout ça, toutes les manifestations qu'il décrit peuvent effectivement être expliquées par ces manifestations. Ensuite, il va voir la médium qui, elle, lui confirme lui dit qu'elle ne sent absolument aucun cas de possession, que chez lui tout a l'air normal, mais par contre qu'elle sent bien une présence féminine à ses côtés. Donc ça finit de le convaincre. Et à partir de là, à partir du moment où il accepte cette hypothèse que le phénomène est produit par lui-même et qu'il a mal interprété ces phénomènes, ces manifestations, eh bien tout se calme très très vite. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, voilà, les manifestations énergétiques vont se calmer. Il va continuer un travail avec le thérapeute énergéticien qui va l'aider à régulariser ces phénomènes. On lui conseille aussi de faire du Qigong, ce qu'il va faire. Et puis à côté de ça, on lui donne des exercices pour calmer son mental, pour être toujours, ne pas attacher d'importance à ces phénomènes auditifs, à ses visions, pour revenir toujours à son corps, à l'instant présent. Et il les applique à la lettre. Et très vite, les phénomènes de cette voix masculine vont disparaître, et toutes les visions d'horreur également. Et puis finalement, pour pallier son problème d'isolement, on va le mettre en relation avec d'autres expérienceurs de la région, et puis voilà, son sentiment de solitude va passer, et cet homme va sortir d'une dépression qui était quand même une forme de dépression qui était grave, avec voilà, des tendances hallucinatoires en très peu de temps. Donc je voulais vraiment parler de ce cas parce qu'il montre vraiment tout le problème de l'interprétation, à quel point elle peut avoir des conséquences dévastatrices. Et elle montre aussi toute la responsabilité qu'on a en tant que thérapeute en face d'une personne qui vous rapporte ses propos. Et pour illustrer ça, je voudrais encore parler juste d'un cas qu'on a eu justement, un petit peu avant celui-ci, d'un homme qui pendant 30 ans s'est cru possédé,
c'est une expérience qui a vraiment bousillé sa vie, il n'a jamais pu travailler, parce qu'à l'âge de 25 ans, il avait été dans une grande soirée un petit peu mondaine, il avait fumé justement du cannabis. Ça avait déclenché des phénomènes énergétiques et puis aussi un fort sentiment de parano. Et il était très mal avec ça. Le lendemain, les jours suivants, ça avait été très très mal. Et un ami l'avait emmené voir un magnétiseur. Et le magnétiseur a senti effectivement une énergie très très forte dans son dos et lui a dit d'entrée de jeu qu'il avait une entité démoniaque collée sur le dos. Alors lui qui était déjà parano, je vous laisse imaginer l'état dans lequel ça l'a mis. Et donc il a totalement adhéré à cette hypothèse, et ce jeune homme n'a jamais pu retravailler. Il a fait une douzaine d'exorcismes dans sa vie, qui n'ont bien sûr rien donné, parce qu'il n'avait absolument aucune entité sur le dos, il avait simplement des phénomènes énergétiques. Et donc à l'âge de 55 ans, il nous a contactés, il est tombé sur nous, je ne sais plus trop comment, en lisant quelque chose sur Internet, en nous parlant de nouveau d'un cas de possession. Et quand il nous a décrit les phénomènes, pour nous c'était typiquement un réveil de Kundalini. On lui a fait part de nouveau de notre explication. Là aussi, il a eu beaucoup de peine à l'entendre, parce que se dire que sa vie avait été bousillée à cause d'une mauvaise interprétation, ça avait été très dur. Mais à partir de là, il avait cherché beaucoup de documents sur la Kundalini, il avait lu énormément de choses, et ça avait fini de le convaincre. Et par la suite, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu, parce qu'on a un petit peu continué à échanger. Il était en Allemagne, et je ne sais pas à quel point ça a pu rétablir les choses dans sa vie, mais disons que ça avait été très difficile à admettre pour lui. Voilà, alors très très vite, bon, la conclusion n'a plus vraiment de raison d'être, parce que c'était une conclusion pour les deux cas. Mais disons que voilà, notre prise en charge, elle commence toujours par essayer de dédramatiser la situation, de simplifier au possible les phénomènes qui sont vécus. Donc dès qu'il y a une interprétation, on n'y attache aucune importance d'entrée de jeu, on essaye de remettre les gens les pieds sur terre. Ensuite, on remet toujours l'expérience dans un contexte de vie, parce que l'expérience ne peut prendre qu'un sens par rapport à d'autres événements dans la vie de la personne. Ensuite, peu à peu, on entre dans un travail d'analyse et de compréhension intellectuelle des phénomènes, ainsi que des réactions et des émotions vécues par la personne. Et puis, alors ça concernait ce que je voulais présenter dans l'autre cas. Nous, on travaille beaucoup avec l'expression émotionnelle, parce que dans certains cas, justement, cette rétention d'émotions qui remonte des fois à très très loin, il faut à tout prix qu'elle s'exprime pour que ça régule les états modifiés de conscience qui sont vécus, en tout cas le côté négatif ou anarchique de ces états. Et puis, donc, finalement, avec ceux qui sont prêts à le faire, mais on ne peut pas toujours le faire, hein, ça dépend des gens, eh bien on entre vraiment dans un travail de prise de conscience sur le mental, les conditionnements, les peurs, les nœuds psychologiques, les schémas de fonctionnement. Donc on entre vraiment dans un travail, on va dire, de développement personnel qui va conduire les gens vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Donc là, c'est vraiment un travail, on va dire, de transformation de la personne. Mais bien sûr, on ne peut pas le faire avec tout le monde. Hein. Donc, on est obligé de respecter. Il y a des gens qui, dès qu'ils vont mieux, eh bien, ils vont s'arrêter et on le respectera. Voilà, je vais m'arrêter là.